te fait monter sur scène, Magali. Comment vas-tu? Ça va, un peu Bien. intimidée de passer après une super conférence comme ça. Bon, je te rassure, la tienne est certainement tout aussi bien. Alors du coup, je vais te laisser rajouter tes slides dans la partie Yes. présentation. Hop. Et en attendant, je vous explique que Magali a très bien fait les choses, puisqu'elle a réalisé une transcription que vous pouvez du coup retrouver juste ici. Je vais vous mettre le lien en commentaire, donc pour faciliter l'accessibilité. Ah bah non, mais en fait, Magali a été beaucoup plus rapide que moi. Elle a mis le lien, trop fort. Top, donc là, normalement, c'est bon. Vous avez les slides de la conférence de Magali, qui est donc du social à la tech, plaidoyer en faveur des profils atypiques, qui s'est affiché. Je te laisse la scène, puisque je sais très bien que tu vas te présenter pendant cette conférence. Donc, Yes. je te laisse totalement écoute, prendre tout l'espace, qu'il soit audio, virtuel. On se retrouve à tout à l'heure lors des questions avec le public. Bonne conférence. Merci. Alors, merci d'être là déjà. Du social à la tech, c'est la première conférence pour une conférence live que j'ai écrite. Et quand je l'ai écrite, j'ai fait un peu des recherches sur, en général, comment on écrit une conférence. Et j'ai vu que, en général, on conseillait de toujours commencer soit par une blague, soit par une anecdote. N'étant pas hyper confiante dans l'universalité de mon humour, j'ai décidé plutôt de commencer par une anecdote. Pendant très longtemps, les femmes avaient plus de tendinite au bras que les hommes. Et pendant très longtemps, du coup, on considérait que c'était parce que les femmes étaient plus faibles physiquement, qu'on avait des pauvres bras fragiles. Et du coup, on ne se posait pas trop la question derrière ça, on se disait juste les pauvres, quoi. Et puis un jour, il y a des scientifiques qui se sont posés sur la question, des docteurs, et qui se sont rendus compte qu'en fait, ça n'avait rien de biologique, c'était complètement environnemental. En fait, si on avait autant de tendinite au bras, c'était à cause des poignées de porte. Parce qu'en fait, les poignées de porte n'étaient pas du tout adaptées. En tout cas, le mouvement qu'on était obligé de faire à cause des poignées de porte n'était pas adapté pour les femmes. C'était adapté aux hommes parce que ça avait été construit par les hommes et pour les hommes. Donc, le mystère a été résolu. On n'avait pas des bras faibles, c'est juste que l'environnement n'était pas adapté. Gardez cette anecdote en tête pour la suite. Je vous assure que ça va devenir cohérent à un moment ou à un autre de la conférence. Donc moi, c'est Magali. J'étais travailleuse sociale et il y a 4 ans, j'ai fait une reconversion vers la tech pour devenir développeuse. J'ai fait un des fameux bootcamps qui défraie régulièrement la chronique sur LinkedIn où on vous dit qu'on ne peut pas être développeur ou développeuse si on a fait un bootcamp. Moi, je le suis. Et après 2 ans, en gros, dans une boîte, dans une agence web, je suis devenue freelance et je fais des sites web pour des clients, en direct avec les clients en général. Et je suis aussi formatrice du fait de mon background en pédagogie, qui fait que j'ai un peu du mal à lâcher la pédagogie après en avoir fait autant. Je suis plein de choses. Entre autres, je suis militante pour l'inclusion, la diversité et féministe, ce qui fait que récemment, j'ai cofondé avec Marine Gandhi, qui n'est pas là aujourd'hui, je pense, mais en tout cas, j'ai cofondé avec Marine Gandhi une association qui s'appelle Compositech, qui n'est pas encore tout à fait ouverte aux membres, ce sera en janvier, mais qui, en tout cas, on pourra peut-être en parler tout à l'heure dans la discussion, parce que ça va un peu dans le sens de tout ce dont on parle cette semaine. C'est une association pour l'inclusion des femmes et des personnes non-binaires dans la tech, qui se veut militante, féministe et intersectionnelle. Tout un programme. Petite note sur la conférence. Quand je parle de profil atypique, je ne parle pas de neuroatypie, même si c'est un terme qui existe. Là, je parle vraiment du profil atypique dans le sens, le profil qui n'est pas typique. Donc, je parle vraiment de façon très élargie et j'utilise le terme atypique en dehors de la question de la neuroatypie, même si du coup,
ça l'inclut. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un petit peu de la question de l'inclusion des personnes, des profils atypiques dans la tech, et de comment on pourrait faire mieux, et de pourquoi il faudrait faire mieux. Il y a une question que je vais tout de suite évacuer et que je n'aborderai pas pendant la conférence, c'est est-ce qu'il faut inclure des personnes au profil atypique? Parce que ma réponse, c'est oui. Et du coup, on arrête la conférence tout de suite. Donc, ça fait une conférence un petit peu courte, si c'est ça le thème. Ça ne m'intéresse pas trop, parce que éthiquement, pour moi, il n'y a pas de question. Par contre, la question, c'est pourquoi, comment, et tout ce qu'il y a autour un petit peu. Et là où on échoue aussi un petit peu, j'ai un peu envie de montrer un peu tout ça. Vous aurez les ressources à la fin. Donc, vous aurez les ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour faire ma conférence, et aussi des ressources pour aller plus loin. Quand je me présente, là, dans ma liste, je dis que je suis amoureuse de mes chiennes. Je suis tellement amoureuse de mes chiennes que je vais vous les montrer. Si vous avez des photos de vos animaux, n'hésitez pas à les partager à un moment ou à un autre. Je suis toujours preneuse. Donc, celle qui est en arrière-plan, la grande, c'est Plume. C'est la chienne de mon colocataire. Et devant, qui nous fait sa tête de chien maltraité, c'est Truffa, dont je suis l'humaine. C'est une heure où en général elles roupillent toutes les deux, donc on risque pas trop d'avoir d'intervention toutou sur cette conférence, contrairement à juste avant. Mais si ça arrive, désolée. En tout cas, si ça arrive, sachez qu'elles sont pour l'inclusion des profils atypiques dans la tech. Elles m'ont assez entendu faire la conférence pour la répéter, pour être d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous aimez les anecdotes, mais en tout cas, moi j'ai envie d'en partager d'autres parce que du coup, je suis lancée. Il y a maintenant pas mal de temps, j'ai une copine qui d'ailleurs est présente dans la salle, même si je la nommerai pas par gentillesse de l'anonymat, avec qui on aime bien des fois s'envoyer des trucs qui nous énervent pour un peu s'énerver l'une l'autre. Et elle m'a envoyé, il y a un bon moment maintenant, un lien vers un fil Twitter qui parlait de la reconnaissance faciale. Alors à la base, la reconnaissance faciale d'Apple, et ensuite d'autres reconnaissances faciales dans la suite du fil. Et la première dénonciation, en fait, c'était que la reconnaissance faciale d'Apple, si on avait un tatouage sur le visage, demandait d'enlever ce qui était sur le visage. Ça va être difficile d'enlever le tatouage pour pouvoir ouvrir son téléphone grâce à la reconnaissance faciale. Donc, c'était un vrai problème. Alors, c'est vrai que des personnes au visage tatoué, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, et elles utilisent des technologies, donc forcément, c'est assez embêtant qu'on leur réponde ça. Et puis, quand on va dans la suite du fil, on peut voir qu'il y a des personnes qui expliquent qu'eux, ils n'arrivaient pas à l'utiliser parce qu'ils n'avaient qu'un seul œil, ils étaient borgnes. Et donc, du coup, si on n'a pas deux pupilles, on n'est pas reconnu comme un visage. Et quelqu'un qui disait qu'il avait le même problème dans les cabines pour les passeports, là, les cabines automatiques, parce que du coup, les cabines lui disaient d'ouvrir les yeux parce qu'il avait les yeux bridés. Donc, globalement, il y avait des petits problèmes avec ces reconnaissances faciales. Encore une fois, je vous laisse garder ça en tête pour la suite. Un des problèmes que j'ai eu quand j'ai écrit cette conférence, c'est que forcément, si je veux parler des profils atypiques, il me semblait logique de définir ce qu'est un profil atypique. Sauf que j'ai complètement séché. Non pas que je ne sache pas ce qu'est un profil atypique, mais parce que, surtout, j'avais beaucoup de mal à trouver une définition qui soit complètement inclusive, qui soit exhaustive, et qui soit écoutable, parce que si je passe 20 minutes de ma conférence à vous décrire quels sont les profils atypiques, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Donc, j'ai un peu galéré sur ce sujet. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va contourner le problème, parce que je suis une développeuse, donc j'ai l'habitude de contourner les problèmes quand ils m'embêtent un peu trop. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir le profil typique de la tech. Ça, c'est pas trop compliqué, puisque c'est un profil typique. Et ensuite, je vais partir du postulat que tout ce qui sort de ce profil, c'est ça, le profil atypique. Donc, pour ça, je me suis appuyée sur mon expérience, mes connaissances, et j'ai aussi été voir quelques études. Et je me suis dit, je vais faire un petit persona. C'est un peu ce qu'on fait dans la tech. Donc, je vais faire un petit persona de notre profil typique.
Et du coup, une des études sur lesquelles je me suis appuyée, c'est l'étude de 2019 de Coding Game, qui avait essayé de vraiment brosser une sorte de constat de à quoi ressemblent les développeurs et les développeuses en 2019 du coup, et quel est leur contexte, leur activité, tout ça. Et dans cette étude, on pouvait voir par exemple que les développeurs et développeuses étaient plutôt jeunes, très majoritairement en dessous de 34 ans. Donc moi j'ai 36 ans, donc visiblement je suis déjà atypique à ce moment-là. Que pour la plupart, ils ont commencé à faire du code bien avant 19 ans. Que majoritairement, très majoritairement, c'est des hommes. Et que c'est majoritairement aussi des personnes diplômées. Donc ça, c'est des choses que moi, je savais déjà un petit peu, hein, bien sûr, mais ça nous les confirme. Et donc, j'ai ajouté d'autres choses que je savais un petit peu, et j'ai créé mon persona du dev typique. Alors, je l'ai appelé Pierre, parce que je manquais un peu d'inspiration, et que Pierre, c'est le prénom qu'on m'aurait donné, que mes parents m'auraient donné si j'avais été un garçon. Donc, autant utiliser le prénom à quelque chose. Donc, Pierre est notre dev typique. C'est donc un homme. Il est cis, c'est-à-dire qu'il n'est pas trans. Il est hétéro, il est valide, il est neurotypique, il est blanc, il est jeune et il est diplômé. Donc voici notre dev typique. À partir de là, qu'est-ce qu'un profil atypique dans la tech? C'est tout ce qui n'est pas Pierre. C'est tout ce qui est point d'exclamation Pierre. Soit l'inverse total de Pierre, soit juste un peu différent de Pierre. Alors, si j'avais beaucoup de temps, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. J'en profiterai pour faire un petit détour pour vous expliquer un petit peu la question d'échelle, c'est-à-dire que bien sûr, c'est pas hop, je suis le profil typique, hop, je suis le profil atypique, et nos expériences sont complètement diamétralement opposées. Bien sûr que plus on se rapproche du profil de Pierre, plus l'expérience se rapproche de celle de Pierre, et plus on s'éloigne du profil de Pierre, plus l'expérience varie. Quitte à carrément, quand on est dans certains éloignements, disons, de profil, avoir l'impression des fois qu'on n'est pas du tout dans la même industrie, on ne vit pas du tout les mêmes réalités. Mais ça, on n'a pas trop le temps de le creuser. Donc, pour cette conférence, on va considérer qu'il y a Pierre, il y a point d'exclamation Pierre, et on peut parler de ces deux blocs distincts de façon un petit peu généraliste. Pour aller dans le détail, peut-être un jour, je ferai lutte sociale à la tech numéro 2. On verra bien. On a bien travaillé, donc je pense qu'il est temps pour une autre anecdote. Moi, en 2019, donc j'ai fait ma reconversion en 2019, il y a 4 ans. Et arrivé en novembre 2019, je venais de passer mon titre professionnel. Je m'apprêtais à rentrer en CDI dans une agence web qui était celle qui m'avait prise en stage. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu assister à ma première conférence, qui était en plus une conférence internationale, une très grosse conférence, parce que j'avais répondu à leur appel à la diversité. En fait, ils avaient fait un truc qui est assez sympa, c'est qu'ils avaient fait sponsoriser des places de la conférence, incluant la place à la conférence, le transport et l'hôtel. Donc, c'était quand même vraiment du bon sponsoring, quoi. Ils avaient fait sponsoriser ça pour quelques places, pour amener plus de diversité dans leur public, parce qu'on parle souvent du manque de diversité dans la programmation des conférences, mais il y a aussi beaucoup de manque de diversité dans certains publics. Il y a des fois où je peux compter les personnes qui ne sont pas des pierres sur les doigts d'une main. Donc, du coup, eux, ils étaient conscients de ce problème dans leur convention, et ils avaient lancé donc cette opportunité, et j'y avais répondu, et j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour pouvoir aller à cette convention. Et donc, j'étais trop contente. C'était une super expérience. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse des conventions tech et m'a fait me dire que peut-être ça serait bien de monter sur scène un jour. Mais j'ai eu une très mauvaise surprise quand je suis arrivée le premier jour, parce que un truc que je n'avais pas du tout anticipé, les chaises de l'événement étaient toutes des chaises à accoudoir. Si vous ne me connaissez pas et que là, vous me voyez assise, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais moi, je suis grosse, je fais 150 kilos,
Donc, des chaises à accoudoir, je ne rentre pas dedans. C'est même pas ça me fait mal si je me force, c'est carrément je ne rentre pas dedans. Donc, un peu en panique, je suis allée voir les organisateurs pour savoir si je pouvais avoir une chaise d'appoint sans accoudoir. Alors déjà, au début, ils ne comprenaient pas ce que je leur demandais parce que c'est des demandes qui sont tellement spécifiques que carrément, quand on le demande, en général, il y a un moment de flottement où la personne essaie de comprendre pourquoi on demande une chaise alors qu'il y a plein de chaises partout. Donc, j'ai dû expliquer plusieurs fois que je ne rentrais pas dans les chaises à accoudoir. Et ensuite, ça a été la panique totale parce qu'en fait, il n'y avait pas des chaises d'appoint. Ils ont fini par m'en trouver une qui traînait dans la régie. Et le problème, c'est que tout le reste de la conférence, j'ai dû me battre pour garder ma chaise. J'ai dû me battre pour que ma chaise ne soit pas enlevée par les gens du bâtiment qui, quand ils voyaient une chaise traîner, l'enlevaient parce que ça ne se fait pas, on ne laisse pas traîner des chaises partout. J'ai dû me battre c'était pas violent, hein, mais j'ai dû demander aux gens qui, au retour d'une pause, s'étaient assis dedans, de dire « non, désolé, c'est ma chaise, parce que vous comprenez, je ne rentre pas dans les chaises à accoudoir, tout ça. » Tout ça en anglais, en plus, hein, donc je vous raconte pas la galère. J'ai dû... du coup, je pouvais pas changer de salle, parce qu'autrement, ça voulait dire me trimballer ma chaise de salle en salle. Donc bref, c'était vraiment une charge mentale énorme. Et c'était très, très compliqué d'avoir juste ce problème d'accessibilité-là. D'ailleurs, ça m'est arrivé de nouveau en janvier quand j'étais conférencière. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Et je me suis retrouvée à regarder les conférences qui, bien heureusement, étaient retranscrites, étaient en live sur YouTube en même temps de la salle speaker, parce que c'était une très grosse conférence avec 6 salles et j'avais aucune envie de leur faire me trouver une chaise que je me trimballerais en salle. Et depuis, quand je fais une conférence, je demande s'il y a des accoudoirs aux chaises. Et il y a beaucoup d'orgas de conventions qui sont très choqués de se rendre compte que c'est très difficile dans les lieux de leur argumenter le fait d'avoir des chaises d'appoint en plus sans accoudoir, quoi. Donc, c'est vraiment une problématique qui paraît basique, qui en fait demande vraiment des efforts, quoi. Quand je parle de la discrimination dans la tech, que ce soit à des personnes de la tech ou à des personnes qui sont en dehors, j'ai toujours cette réaction un petit peu choquée, comme Truffaut sur cette photo, parce que les gens ont envie de croire que parce que la tech est innovante socialement, forcément, elle est innovante. Non, parce que la tech est innovante. Oh là là, pardon. Que parce que la tech est innovante au niveau technique, forcément, elle est innovante au niveau social. Or, pas du tout. Ce n'est pas des choses qui sont forcément en lien. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout. Et du coup, on se retrouve avec des argumentations absurdes parce que quand on se dit aux gens, oui, mais du coup, si la tech était si innovante socialement, comment tu expliques, par exemple, qu'il y a si peu de femmes dans la tech ? Et on me répond, parce que les femmes n'aiment pas travailler dans la tech. Les femmes n'aiment pas les sujets techniques. Moi, le gène du sujet technique, je ne sais pas où vous le placez. Ça devrait être sur le chromosome X, visiblement, ou sur le chromosome Y, du coup, plutôt. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des gros soucis de compréhension de ce qui est inné, acquis et socialement, les biais sociaux, quoi. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens de dire que toutes les femmes n'aiment pas un sujet en particulier, quoi. Et moi, quand j'ai fait ma reconversion vers la tech, je pensais que j'étais hyper armée parce que je venais d'un milieu dans le social qui était très féminin. Et du coup, je pensais que j'étais très consciente de ces enjeux et je pensais que je m'étais préparée psychologiquement et sociologiquement et tout ça. Et je pensais que j'allais pas du tout être surprise du sexisme dans la tech, par exemple. Sauf qu'en fait, j'ai été très, très surprise parce que ça n'a pas commencé quand j'ai intégré la tech, ça a commencé dès la formation, dès le bootcamp, alors qu'on était entre personnes qui n'étaient pas du tout de la tech, hein. On était en train de se former. Et là, dès la formation, il y a eu vraiment, dès le départ, plein de choses mises en place qui montraient que il y avait plein de biais contre les personnes venant de groupes minorisés, par exemple. Moi, en formation, on faisait des tours de table. Les formateurs, j'ai jamais eu de formatrice. Les formateurs nous faisaient faire des tours de table pour se présenter. Et à chaque tour de table, ils nous demandaient de dire si on était plutôt orienté bac, front, tout ça. Et moi, je disais toujours que j'étais très intéressée par le bac, que vraiment, c'était ça qui me passionnait et tout ça. Et à chaque fois, les formateurs, à un moment ou à un autre, quand ils me parlaient, ils me disaient « Ah, Magali, toi qui aimes le front,
Parce que dans la tech, on considère que les femmes, elles font forcément du front, elles font forcément du joli, de l'esthétique, tout ce qui est considéré comme très technique, ce qui en plus est un biais total, parce que le front, c'est technique aussi, mais que ce qui est considéré comme très technique, donc le bac, ne va pas intéresser les femmes. Donc j'avais beau dire j'aime le bac, on me répondait toi qui aimes le front. Au point où quand on a fait un travail en groupe avec toute la classe, j'ai dû jouer des coudes pour intégrer le groupe bac, alors que j'étais celle qui avait les meilleures notes en PHP. Donc, enfin, on est quand même sur un truc qui était un peu perturbant, quoi. Et un des trucs qui m'a vraiment fascinée et surprise, parce que ça montre le niveau du truc, c'est que mon programme pour faire du code, Visual Studio Code, très vite, je lui ai mis un thème pour qu'il soit aux couleurs que j'apprécie et puis qu'il soit bien lisible et que ce soit un thème sombre, parce que comme j'ai des migraines, les thèmes clairs, ça ne correspond pas. Et j'ai mis un thème qui s'appelle Rosate. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un thème avec beaucoup de roses. Et à chaque fois que je montrais mon code au formateur, il y avait des cris effarouchés en mode « Oh, mais pourquoi c'est rose comme ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est rose ?» Il y a eu un formateur, à chaque fois qu'il regardait mon code, il passait son temps à grommeler « Oh, c'est rose, c'est rose, c'est rose !» Alors qu'en plus, c'est un thème, qui rend le code très, très lisible. Parce que moi, en plus, j'ai des problèmes de vue. Donc, si c'est pas lisible, c'est pas possible. Donc, c'est rose, mais c'est lisible. Donc, il n'y a aucune raison de s'énerver. Et du coup, c'était très bizarre. Mes collègues de formation faisaient eux aussi des blagues là-dessus. Donc moi, comme je suis un petit peu têtue, j'ai toujours le même thème parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, en formation, du coup, je dis toujours à mes apprenants et à mes apprenantes, installez le même thème, ce sera plus simple pour vous pour suivre. Et j'espère comme ça créer toute une génération de thèmes roses, histoire de rosifier un peu la tech. Et ce qui est drôle, c'est que vraiment, au-delà de cette question du thème d'IDE, ce qui est drôle, c'est que dès le bootcamp, dès la formation, aucun de nous ne venait de la tech. Tous les profils qui se rapprochaient le plus du profil de Pierre, du profil typique, étaient les profils qui étaient vus avec légitimité. Et tout de suite, on leur accordait l'idée que forcément, ils étaient bons, que forcément, ils étaient passionnés, que forcément, ils avaient des connaissances en dehors de ça, que forcément, ils codaient depuis très longtemps, alors que pas forcément. Hein. Et plus on s'éloignait de ces profils-là, plus toutes ces idées-là n'étaient pas accordées aux apprenants et aux apprenantes qui s'éloignaient de ce profil. Alors que certains étaient bien meilleurs que les profils qui s'approchaient de Pierre. Donc vraiment, moi, ça m'a montré dès le départ que dans la tech, il y avait énormément de biais et que ça allait être très dur d'y échapper. Alors, petit détour, parce que je parle de biais depuis tout à l'heure et je me rends compte que je jargonne un petit peu. D'après le Robert en ligne, comme c'est marqué sur ma slide, les biais, c'est la distorsion dans le traitement d'une information susceptible de fausser le raisonnement et le jugement. Donc, en fait, un biais, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pas forcément, disons, très grave. On peut avoir des biais sur des choses qui sont complètement anodines. Par contre, notre cerveau, il fonctionne d'une certaine façon, c'est qu'il a tendance à, dès qu'il a une mauvaise expérience ou dès qu'il est inconfortable, il fait des petites règles et il considère que toute expérience qui va s'en approcher sera forcément inconfortable et désagréable. Donc, par exemple, imaginons que vous mettez votre main dans le four et que vous vous brûlez. Vous ne mettrez plus votre main dans le four. Vous ferez attention quand vous mettrez votre main dans le four. Ça pourrait être considéré comme un biais, sauf que ce serait un biais qui serait légitime. Votre main dans le four, il faut faire attention, quoi, c'est normal. Par contre, le cerveau, il fonctionne vraiment de la même façon avec tous les éléments. Et donc, par exemple, imaginons que vous fassiez agresser par une personne racisée, et après, votre cerveau, il va peut-être dire toutes les personnes racisées me mettent en danger et donc vous allez développer une peur des personnes racisées. Ça, c'est pas un biais qui est légitime. C'est impossible de faire une généralité d'un événement comme celui-là. Autant tous les fours, si vous les touchez à l'intérieur quand ils sont allumés, ils vous brûleront, donc ça c'est bien. Par contre, si une personne racisée vous fait du mal, ça ne veut pas dire que toutes les personnes racisées vous feront du mal. Ça, c'est un biais qui est raciste, qui est oppressif. Et donc, du coup, ça, c'est des biais qu'on construit tous et toutes. On les a construits dans l'enfance, parce qu'en plus, il y a aussi toute une influence de la société, hein, bien sûr. Donc, plus on est dans une société qui est sexiste, raciste, LGBT-phobe,
validistes, etc., bah, plus nous-mêmes, on se construit avec ces biais-là. Mais en plus, on continue à les construire tout le temps, même quand on en est conscient. Donc, le jeu des biais, c'est toujours d'essayer de les repérer, de les déconstruire, mais on est dans une espèce de lutte constante au niveau individuel parce que l'extérieur nous pousse à toujours en reconstruire. L'extérieur et notre cerveau. Donc du coup, c'est un peu une lutte constante. C'est pour ça que c'est important de déconstruire au niveau individuel, mais c'est important aussi de déconstruire les biais au niveau du groupe, au niveau de la société, parce que autrement, l'individualité n'arrivera jamais à se battre contre tous ces biais qui lui arrivent ensuite de l'extérieur. Et donc, du coup, au niveau de la discrimination dans la tech, ces biais-là, ils sont ultra présents. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple du sexisme parce que c'est les biais les plus visibles dans la tech. C'est ceux qui se répètent le plus et le plus ouvertement. Par contre, très clairement, il y a aussi les biais validistes, LGBTQIA+, phobes, racistes, enfin, il y a tout, hein, psychophobes. Donc, classiste, bref, je peux faire une liste sans fin, c'est pareil. Donc, ne pensez pas que c'est juste par rapport aux femmes, mais là, mes exemples sont des exemples par rapport aux femmes parce que c'est souvent les plus visibles. Par exemple, je reçois un mail de Pôle emploi qui me dit, le thème du mail, c'est « Formation développeur web, 100% femmes ». Alors, moi, je ne suis pas développeur web, hein. Je suis développeuse web, je suis une femme. Et déjà, dans un groupe, le fait que ce soit le masculin qui l'emporte, ça m'énerve un peu. Je trouve qu'il y a moyen de l'argumenter. Mais en plus, là, c'est un groupe où il y a 100% de femmes. Et malgré tout, on le met au masculin. Ça montre quand même que la tech a des gros problèmes à ce niveau-là. Et par exemple, quand on va dans les communautés tech, moi, je suis dans plusieurs communautés, et il y avait une communauté tech autour d'une technologie qu'on utilisait dans le professionnel, donc une communauté semi-pro. Et un matin, j'ouvre le Slack de la communauté et je vois un message de salutation très sympathique qui dit « Salut, bande de salopes ». Donc, posté à 8h14, je l'ai lu juste après qu'il soit posté, donc vous imaginez bien qu'en buvant mon café, c'était pas très agréable. Donc ce jour-là, j'étais un peu énervée, donc je l'ai anonymisé et je l'ai mis sur Twitter en mode être une femme dans la tech ou un truc comme ça. Sauf que la personne qui avait écrit le message a vu mon tweet et m'a envoyé une série de messages privés pour essayer d'argumenter son message. Au lieu de me dire « Ah oui, désolé, c'était pas très fin et de supprimer », ou même juste dire « Ouais, c'était nul et supprimer », il n'y a même pas besoin de s'excuser en fait. Il a préféré argumenter parce que lui, il voyait vraiment pas le problème. Et donc, au bout de plusieurs échanges, je lui avais dit « Non, mais c'est un Slack semi-pro quand même, on parle pas comme ça », enfin bref. Il m'a répondu « Je sais que c'est un Slack semi-pro, mais il y a aussi des moments de détente. Et pour moi, c'est comme si on parlait comme ça aussi autour d'un café ou dans un bar. » Alors moi, que ce soit un cadre semi-pro, pro, perso, si je suis au bar et qu'il y a un mec qui débarque et qui dit « Salut, bande de salopes », je peux vous dire que je vais le recevoir de façon bien plus violente que juste en mettant son message anonymisé sur Twitter. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est hyper représentatif. Pour lui, il n'y a pas de problème, c'est juste, c'est fun, quoi. Utiliser des injures sexistes, c'est fun. Amusons-nous. Bon, très bien. De la même façon, enfin, dans le même ordre d'idées, être une femme sur Twitter, être une femme de la tech sur Twitter, c'est poster un message disant « J'ai bien l'impression que ça va être un week-end placé sous le signe de la migraine. En tout cas, mon samedi commence mal. » Et avoir quelqu'un qui répond « Tu dis ça parce que tu ne souhaites pas avoir de rapport avec ton mec ce week-end, c'est ça. » Enfin, quelqu'un, un homme. Donc, non, quoi. La sexualisation, super. Ça fait super plaisir. Et finalement, il y en a plein d'autres, hein, mais finalement, parce qu'autrement, j'y passe 3 heures. Un post sur LinkedIn, alors là, on est carrément sur le réseau professionnel, hein, d'un homme qui dit « Alerte », un homme de la tech, hein, bien sûr, qui dit « Alerte, humour, it's a joke ». Et oui, parce qu'il faut savoir rire de tout dans la vie. Smiley qui sourit avec une goutte de sueur. Surtout en programmation où c'est pas toujours facile. Un bon petit mème et ça repart. Smiley mort de rire. Donc les hashtags, c'est programmeur, PO, freelance, open to work. Donc le mec, en plus, il cherche du boulot avec un mème sexiste. Super. Humour. Et c'est une image d'un bus qui essaie de traverser les rails d'un train et le train qui arrive en arrière. Il y a marqué
Women aren't objects, donc les femmes ne sont pas des objets. Et le train pousse le bus hors des rails et il y a un extrait de code qui code l'objet femme en disant son âge, sa taille, son poids. Donc, voilà, les femmes sont des objets, c'est très drôle, on peut faire de tout. Par ailleurs, je cherche du boulot. Hein. Super, vraiment, continuez comme ça dans la tech. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave. C'est pas une agression physique, c'est pas des insultes, c'est même pas vraiment de la discrimination, c'est juste de l'humour un peu lourd. Ok. Sauf qu'en fait, des messages comme ça, on en voit tous les jours. Vraiment, vraiment tous les jours et sans les chercher. Hein. Juste, je me balade sur n'importe quelle communauté web, réseau social web lié à la tech et il y a des messages comme ça. Il y en a des pires aussi, mais ça, c'est vraiment le bas du panier et il y en a constamment, quotidiennement. Et en tant que femme, du coup, on se prend tous ces messages-là, tout le temps, qui sont faits pour nous faire comprendre qu'on n'est pas à notre place dans la tech. Vous voyez ? Il n'y a pas du tout les mêmes messages contre les hommes. Hein. Non pas que je dise qu'il faille faire du sexisme contre les hommes inversé, chelou, pour autant, mais pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a personne qui passe son temps à sexualiser les hommes, à se foutre des hommes, à faire des blagues sur le dos des hommes dans la tech. Hein. Donc déjà, ça donne une petite idée de pourquoi c'est pas correct. Mais en plus, ça finit par être ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est-à-dire les micro-agressions, imaginez un peu un petit oiseau que vous avez sur l'épaule, et le petit oiseau, de temps en temps, il vous donne des petits coups de bec dans le cou. Donc au début, c'est un peu désagréable, mais ça va. À la fin de votre journée, par contre, vous avez très très mal au cou et certainement des migraines et tout ça. Et c'est toujours qu'un petit coup de bec. C'est rien de très grave. Mais accumulé, c'est épuisant. Et en plus, à chaque fois qu'il y a le petit coup de bec, la petite microagression, eh ben, ça vous montre que vous n'êtes pas à votre place. Ça vous montre que vous n'appartenez pas à cet espace et que clairement, vous êtes alien en fait à cette industrie. Et encore une fois, hein, j'ai pris des exemples de sexisme parce que c'est les exemples les plus flagrants, les plus faciles à trouver, entre guillemets, mais ça existe pour tous les autres profils marginalisés de la tech. Donc en plus, si vous êtes une femme noire, trans, handicapée, je sais pas, handicapée avec un trouble cognitif ou je sais pas quoi, et bah du coup, imaginez toutes les microagressions que vous prenez dans la journée, dans tous les sens. Quoi. C'est pas un oiseau, c'est 15 oiseaux que vous avez tout autour de vous. Donc c'est vraiment très violent en accumulation. Bon, on va redescendre un peu la tension et revenir à une petite anecdote, histoire d'arrêter de parler des choses un peu énervantes. Je ne sais pas si vous connaissez le film War Games, c'est un film qui est plutôt très connu. C'est un film des années 80 avec Matthew Broderick. Et le thème, c'est un adolescent qui est fan de jeux vidéo et qui pirate ce qu'il croit être le dernier jeu vidéo qui doit sortir bientôt. Et en fait, il pirate pas du tout un jeu vidéo, il se trompe, il fait une erreur un peu bête. Il pirate en fait un ordinateur de l'armée qui est une intelligence artificielle et qui donc c'est une intelligence artificielle et sans le faire exprès, il lance la guerre contre la Russie. C'est pendant la guerre froide, donc il lance l'agression contre la Russie. Et donc s'ensuit toute une série d'aventures, alors c'est le film des années 80, hein, donc voilà, toute une série d'aventures pour arrêter cet ordinateur qui est en train de déclencher la guerre froide. Quoi. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, alors quand j'étais gamine, je l'aimais beaucoup parce que c'était un bon film et puis j'étais un peu fan de Matthew Broderick, sans rien vous cacher, mais je l'ai revu récemment et j'ai été très surprise parce que c'est un des rares films hollywoodiens qui, pour moi, comprend bien les enjeux liés à l'IA. Alors en plus, c'est un film des années 80, parce que dans ce film, contrairement à dans plein de films hollywoodiens, l'IA n'est pas malveillante. L'ordinateur, il s'appelle Joshua et il n'a aucune intention de détruire la race humaine. Hein. Il n'est pas en mode « je vais tous vous tuer parce que vous êtes tous méchants et que vous détruisez la planète » ou il n'essaie pas de prendre le pouvoir. En fait, l'IA lui-même, il fait la même erreur que l'adolescent au début, c'est il croit jouer à un jeu vidéo. Il a été entraîné avec des jeux et du coup, il croit que la stratégie autour de la guerre est aussi un jeu. Et donc du coup, en fait,
tout l'enjeu du film, c'est de faire comprendre à l'IA qu'il est en train de faire un truc grave et qu'il n'est pas en train de juste jouer à un jeu et qu'il ne faut pas qu'il essaye de gagner, quoi. Et ça, c'est un vrai problème avec l'IA. Alors, du coup, je passe juste après une conférence sur l'IA, donc je ne vais pas aller trop loin sur le sujet. Mais de fait, les problèmes d'entraînement de l'IA, il y en a eu énormément récemment, et c'est des vrais enjeux. Il y a par exemple les voitures auto-conduites, il y avait eu un scandale parce qu'en fait, entre renverser une personne blanche et renverser une personne noire, elle choisissait de renverser une personne noire parce qu'elle considérait que les personnes noires étaient des objets inanimés, alors que les personnes blanches étaient des êtres vivants et donc il ne fallait pas les renverser. Et ça, c'était parce qu'elles avaient été bien sûr mal entraînées. On leur avait surtout montré des personnes blanches et du coup, elles ne reconnaissaient pas les personnes noires comme des personnes. Donc du coup, ça, c'est une vraie problématique qui est très bien illustrée dans ce film d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, regardez-le, je vous assure que c'est assez surprenant au niveau de la modernité du truc. Alors, je vous avais dit que vous comprendriez le lien à la fin, donc une petite énigme. Quel est le point commun entre toutes les anecdotes que je vous ai racontées? Quel est le point commun entre les femmes qui avaient plus de tendinite à cause des poignées de porte, les chaises de conférence qui ne sont pas adaptées aux personnes grosses, les reconnaissances faciales qui ne reconnaissent pas certains types de visages, ou les IA qui sont mal entraînées et qui deviennent racistes, sexistes et compagnie. Le point commun, c'est que si vous êtes Pierre, vous n'êtes pas impacté par aucune de ces problématiques-là. Ces technologies sont totalement adaptées pour vous si vous êtes Pierre. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Si Pierre, lui, il ne voit pas les défauts dans ces technologies-là, c'est parce que dans les équipes qui ont conçu ces technologies, il y avait principalement des Pierres. Donc, ils se sont pris comme utilisateurs modèles, quoi. Et ils n'ont jamais vu, ils ont des angles morts, ils n'ont jamais vu, ils étaient dans un biais de confirmation, ils n'ont jamais vu les défauts de leurs outils, jusqu'à ce que quelqu'un qui sorte de ce moule-là leur pointe du doigt. Donc, pour moi, vraiment, l'un des arguments dans l'intégration des profils atypiques dans la tech, c'est, dans un premier temps, pour faire du meilleur produit, parce que si on ne veut pas avoir des produits qui sont médiocres, voire carrément qui font du mal aux gens, il faut détruire tous ces angles morts, justement. Donc, il faut détruire cet entre-soi. Et il faut des personnes concernées. D'ailleurs, c'était aussi dit dans la conférence précédente, donc c'est bien, ça nous rend très cohérente sur cette matinée. Par exemple, on parle beaucoup d'accessibilité dernièrement, d'accessibilité web, qui est un sujet qui existe depuis très longtemps, parce que le premier sommet de l'accessibilité web, c'est 97. Donc, croyez-moi que ça fait longtemps qu'on parle d'accessibilité, sauf que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il n'y a pas tellement d'évolution, finalement, en 25 ans d'accessibilité. Il y en a, mais vraiment par petites touches. Sur l'accessibilité web, c'est loin d'être massif. Et pour moi, un des problèmes, c'est qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes handicapées dans les équipes tech. À chaque fois qu'il y a une personne handicapée dans une équipe tech, l'équipe va devoir apprendre à utiliser des outils qui vont permettre l'accessibilité, quel qu'il soit, parce qu'il y a des besoins très variés en accessibilité. Et du coup, petit à petit, c'est des questions qui vont devenir naturelles pour ces équipes. C'est le principe, en fait. En tant que personne d'un groupe marginalisé, on impacte toujours le groupe majoritaire dans lequel on se trouve. Par exemple, moi, mes amis qui sont minces, quand on va ensemble quelque part, ils pensent aux chaises. Ou même des fois, quand ils vont quelque part tout seuls. Alors qu'avant, l'idée des chaises non accessibles, c'était un truc qui leur passait même pas par la tête. Et pourtant, maintenant, des fois, même quand ils vont quelque part tout seuls, ils me disent « Oh là là, si t'avais vu les chaises, c'était pas accessible du tout. » Ou alors, au contraire, « Ah bah, j'étais à telle convention, c'était trop bien, les chaises étaient accessibles, j'ai pensé à toi, je me suis dit que ce serait bien pour toi. » Donc ça, c'est super important. On impacte vraiment les groupes. Et donc, du coup, plus on casse l'entre-soi d'un groupe, plus on a une vision globale des problématiques et une vision globale des besoins. Le truc, c'est qu'avant, le web, c'était une petite niche, quelque part, pendant très longtemps, où les gens qui y participaient
étaient très souvent les gens qui le construisaient aussi. Donc déjà, il y avait beaucoup de pierres, et puis ceux qui n'étaient pas pierres, ils construisaient eux-mêmes quelque part les outils dont ils avaient besoin. Donc c'était un peu comme ça. Sauf que maintenant, le web, c'est devenu complètement mainstream. Tout le monde utilise Internet régulièrement, enfin presque tout le monde. Beaucoup de gens l'utilisent quotidiennement. Et en plus, il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut faire des démarches administratives maintenant, c'est très compliqué de les faire sans Internet du tout. Donc du coup, le profil des utilisateurs et des utilisatrices principaux du web ont complètement changé. Maintenant, c'est un profil beaucoup plus divers, avec des besoins très différents. Et en plus, c'est des personnes qui ne sont pas des professionnels du web. Donc du coup, ils ont des profils divers et en plus des compétences et des appétences très différentes des nôtres. Donc c'est important de sortir du profil type de la tech pour amener plein de nouvelles expériences. Et par exemple, on parle beaucoup des reconversions. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est un peu le thème de cette conférence. Quand vous embauchez quelqu'un qui sort d'une reconversion, particulièrement quelqu'un qui a un profil atypique dans l'absolu, mais déjà rien que le fait d'être une reconversion fait qu'il y a un profil atypique, ça permet d'amener plein de compétences, plein de savoir-faire très différents, des expériences différentes. Moi, par exemple, je viens du social. J'ai été amenée à connaître des publics qui sont très différents de ceux que la plupart des gens, des pierres qui sortent des écoles d'informatique connaissent, par exemple. Donc, je vais penser aux besoins utilisateurs et utilisatrices de ces personnes. Une équipe qui est engluée dans l'entre-soi, c'est une équipe qui n'innove pas, qui innovera très peu. On ne peut pas imaginer que la tech va continuer à être innovante si elle reste dans cet entre-soi. Donc moi, je pense vraiment, alors d'une façon un peu over-dramatique, je pense vraiment que les profils atypiques, la diversité dans la tech, l'inclusion dans la tech, est ce qui va sauver l'industrie. C'est ce qui va nous permettre de faire une tech qui va faire des bonnes choses, qui va nous permettre d'être agents de changement et qui va nous permettre de ne pas faire des technologies qui font du mal aux utilisateurs et utilisatrices ou à notre société. Donc pour moi, c'est vraiment très important de le faire pour ça, pour améliorer notre industrie et pour, à terme, améliorer notre société. Voilà, donc c'est fini. Désolée, je crois que j'ai été un peu longue, je ne m'en rends pas compte. J'ai oublié de me mettre un chronomètre. Je vous mets... Donc, il y a le QR code pour les ressources. Donc, vous trouvez ma page de ressources qui est en évolution. Donc, n'hésitez pas à vous la garder sous le coude et à aller la voir de temps en temps. Et je vous ai mis aussi mes réseaux sociaux. Donc, je suis sur Blue Sky, je suis sur Mastodon. Je suis sur Twitter, mais je le quitte. Donc, ne m'ajoutez pas sur Twitter, ça ne sert à rien. Je suis aussi sur LinkedIn à mon nom. Et je vous ai mis le Mastodon de Compositech, donc l'association féministe pour l'inclusion des femmes et des personnes non-binaires dans la tech qu'on est en train de monter avec Marine Gandhi. Parce que on est en train de monter plein de choses et si ça vous intéresse, pour vous tenir informé, c'est pas mal de nous suivre. Voilà. C'est super, merci beaucoup Magali. Du coup, on va remonter sur scène collectivement. Hop. Alors, parce qu'on a eu pas mal d'échanges. Alors, sache que tu as fait vraiment écho à des expériences personnelles. C'est surtout ça, en fait, dans les commentaires. On a Angie qui dit « Première mission dans une ESN, je dis que je veux une mission back, on m'a proposé que du front. » Je pense que c'est vraiment un véritable cliché qui traîne beaucoup dans les équipes tech. Je ne sais absolument pas pourquoi on a ce biais qui présuppose que le genre a une attraction sur l'esthétique des applications et de fait, on serait plus à même de faire du front. Ce qui, en plus, je le trouve est un peu... Enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire ou c'est peut-être pas la bonne formule, mais je trouve qu'on dévalorise beaucoup le front, du coup, Oui. comme ça. Juste parce que justement, c'est stéréotypé femme, alors que quand on sait comment fonctionne du front, c'est très très loin d'être facile, hein, très franchement. Mais c'est très technique aussi, sauf que c'est pas la technique
la bonne technique, la technique masculine, c'est-à-dire que c'est pas oh là là, je cherche des réponses à des problématiques super tordues et tout, c'est je fais en sorte que mon écran donne exactement le même rendu tout le temps, ce qui est hyper compliqué par exemple. En fait, techniquement, demande beaucoup de compétences. Mais c'est toujours cette idée que la technique, ça doit être un truc genre bac, quoi. Mmh. Ça doit être répondre à la problématique, créer un code de zinzin, alors qu'en fait, il y Mmh. a des techniques plus subtiles aussi, quoi. Non, mais complètement et puis c'est surtout, je trouve que c'est, vraiment ignorer, ou en tout cas effacer, tout ce que le front demande également. Quand on n'a pas les bons UI, qui travaillent avec nous, c'est très compliqué, de faire du front. Rien qu'utiliser les bons outils. On sait que, Figma, propose aussi de nouveaux enjeux collaboratifs quand tu es front. Donc, mine de rien, enfin, il faut remettre les choses à plat et je pense qu'on doit aussi se permettre, de se dire: «Non, je suis une femme et j'ai la possibilité de faire du bac. Il y a aucun problème là-dessus et c'est pas parce que j'ai un certain genre que je suis forcément à même, de réaliser, telle ou telle mission», comme d'ailleurs, chef de projet, comme d'ailleurs, product owner par la suite, parce que souvent on a des, comment dire? Des capacités à trouver des chemins transversaux, une fois que la partie technique, aura été, beaucoup mise à mal dans la carrière des femmes. Donc oui, c'est plutôt une suite logique, hélas, dans notre industrie, de se tourner, vers des profils plus, care. Donc voilà, on a ce retour-là, on a eu aussi celui-ci. C'est triste comme des souvenirs me reviennent qui collent parfaitement avec ce que tu dis. Donc, comme quoi il y a vraiment plein d'enjeux aussi à ce niveau-là et j'ai déjà eu l'effet où quand tu es dev front, on te dit: «Toi qui es product designeuse». Alors ça, je sais pas si on peut Mmh. en parler, mais alors c'est un vrai sujet ce truc. Enfin, on a vraiment eu, je sais pas pourquoi, une incompréhension. Bon, déjà qu'on a des soucis aussi, rien que dans les équipes techniques et les équipes product à concilier ensemble, communément, des espèces de dialogues sains. C'est vrai qu'on arrive sur des effets d'escalade, sur les enjeux techniques et humains que ça corrobore et c'est assez, compliqué finalement de pouvoir concilier tout ce petit monde et le résultat atypique qui en ressort. Embauché en tant que senior back, j'ai un lead qui m'a clairement qui m'a dit clairement: «Ah le CSS, c'est pour toi ça!» alors qu'on avait 2 devs front. Voilà, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment, beaucoup de retours d'expérience comme ça. On a Cyberbalou qui nous dit: «C'est une formation 100 femmes chez Pôle emploi». Bah, Bah là, sur celle-ci, c'était celle que je cite, c'était spécifique. Il y en a hein, des formations 100% femmes. C'en était une, ouais. OK. Alors, il nous dit aussi, ou elle, je ne sais pas, Yel, dans le doute, ce que les hommes pensent pas, c'est qu'ils écrivent souvent des choses qu'ils ne diraient même pas à la machine à café. Et je trouve que c'est assez juste, en fait. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, le mec qui me dit, je dirais ça, enfin, c'est convivial, salut bande de salopes, c'est comme si on était à la machine à café. Je le mets au défi de faire ça dans son entreprise, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, sauf s'il y a que des mecs. Ça, je veux bien croire que s'il y a que des mecs, ils le diront. Je sais que c'est des choses qui se disent. Mais à partir du moment où il voit une femme à la machine à café, je suis à peu près sûre qu'il ira pas dire ça. Quoique après, peut-être que je suis un peu naïve parce que j'ai quand même eu plein de retours de femmes qui me racontent des trucs comme ça à la machine à café justement, dans les équipes et de trucs même plus graves et quotidiens et vus comme tout à fait normaux. Donc je crois que ça fait vraiment partie de la culture aussi de la tech. Il y a toujours cette idée aussi qu'on est un peu en mode on est des rebelles, on fait des blagues un peu potaches, un peu l'humour noir, tout ça. Il y a un Ouais. gros souci de culture d'industrie sur plein de choses parce que de fait, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui dépassent à l'écrit ce qu'ils diraient à l'oral en visu, mais il y en a aussi qui le font quand même pour de vrai aussi. Et bien sûr. Non, mais il y a un vrai phénomène où, je trouve que c'était très pertinent et très bien amené dans ta conférence de parler justement de, qu'est-ce qui finalement nous rend atypiques à la base, qui nous diffère du typique à la base et historiquement en plus dans l'industrie de la tech et dans toutes les équipes, qui y sont affiliées et le phénomène qui, hélas, crée une espèce de chasse ou de mise à l'écart, de profils qui pourraient devenir typiques et qui finalement, même s'ils s'en rapprochent,
ne le deviennent pas et seront éternellement atypiques. On a le retour d'Emmanuel qui nous dit bah, c'est comme pour le challenge Ramène ma fraise. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a des phénomènes réels de chasse de femmes, ou en tout cas, même quand il y a des espaces du coup adressés aux minorités, eh bien, on va dire que les profils typiques essaient quand même de rentrer à l'intérieur de cela et de perturber l'ensemble des initiatives. On a Angie qui nous dit quand des recruteurs ou recruteuses s'adressent à moi au masculin et disent qu'ils cherchent des développeurs, je n'hésite plus à leur signaler leurs erreurs. La plupart du temps, il ou elle se corrige et s'excuse. J'ai même eu un appel de remerciement d'une DRH qui m'a dit que depuis ma remarque, elle a retravaillé les formations de ses collaboratrices dans ce sens. Moralité, communiquer, ça fait bouger les lignes. Et il y a un gros volet sur ta conférence sur le fait que finalement, le sujet sous-jacent, c'est plutôt de communiquer de manière saine. L'idée de créer des ponts entre ce qui est typique et atypique, c'est par le dialogue qu'on y arrivera. Clairement, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui change si on ne dit pas les choses. C'est super important de communiquer les choses, communiquer ses besoins, communiquer les biais, parce que tant qu'on n'a pas pointé du doigt un biais, bah, on ne se rend pas compte qu'on l'a. Après, je suis d'accord avec Angie dans l'absolu, moi aussi j'ai tendance à le faire, je signale, mais c'est vrai que c'est épuisant d'avoir à le faire constamment. Moi, il y a un moment, c'est vrai qu'il y a des fois où je peux être un peu sèche, parce qu'au bout du 15e message où on me dit vous êtes développeur machin bidule sur LinkedIn, où je suis marquée comme Magali, j'ai mes pronoms, enfin, je veux dire, j'ai ma photo, enfin, clairement, je ne suis pas développeur, quoi, je suis marquée comme développeuse, et on me répond vous êtes développeur machin, peut-être vous êtes intéressé par ça et tout, et on me genre au masculin pendant tout le truc, tout en me disant bonjour Magali. Il y a un côté, au bout d'un moment, des fois je suis sèche, des fois je réponds même plus, parce que c'est une charge mentale tellement énorme. Et c'est là où je dis que nos expériences deviennent parfois diamétralement opposées. On a l'impression de ne plus être dans la même industrie, parce que en plus d'être discriminé, de subir les biais et d'avoir ces micro-agressions qui font qu'on a toujours l'impression de ne pas être à la bonne place, en plus de ça, on a tout ce travail d'éducation à faire, en plus de notre carrière de dev. Donc, on endosse plusieurs vestes en plus, et ça nous fait perdre un temps énorme sur notre temps de travail. On dit toujours que les femmes, elles ont le plafond de verre et tout ça, mais il faut parler aussi du fait qu'on utilise notre temps, les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées, enfin, dès qu'on est dans une minorité, on utilise une partie de notre temps à ça que les personnes typiques n'ont pas du tout à utiliser, en fait. Et donc, on est de nouveau hyper déséquilibré. Et donc, ça peut être très fatigant. Donc, moi, j'aimerais bien vraiment qu'on travaille sur de l'éducation au niveau du groupe. C'est là où je parle de casser les biais au niveau du groupe. Parce qu'en fait, le faire individuellement, par individuellement, face à des individus, dans 20 ans, je pense qu'on y est encore. Et en plus, on sera tous épuisés, tous et toutes épuisés. Donc, c'est clair, et je trouve que ça colle très très bien le proverbe qui est pas mal ressorti, surtout l'année dernière, où on parlait des plafonds de verre. Oui, mais alors les planchers collants, du coup, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi finalement on est constamment remise sur ce fameux plancher, et c'est évident qu'on ne pourra pas tout résoudre aisément. Ça, c'est une certitude. Je pense que Lisa, tu avais une question aussi, ma mémoire est bonne. Alors, j'avais une petite question qui concernait alors, quelles peuvent être les mesures que les entreprises peuvent-elles prendre pour attirer et justement retenir de manière efficace les talents dits atypiques? Alors, je pense que l'une des premières choses, enfin, l'un des premiers gros axes, c'est de revoir la façon de recruter, et particulièrement, dans un premier temps, ne pas recruter que des sorties d'école, ne pas recruter que des personnes qui sont déjà à bac+5 ou ce genre de choses.
parce qu'en fait, il y a plein de postes dans la tech où il n'y a pas besoin de bac+5 et de sortie d'école et tout ça. Et ça, c'est assez énervant parce qu'il y a des entreprises qui nous disent « Ah mais non, nous, on ne peut pas avoir de juniors, on ne peut pas avoir de très juniors, de bac+2 ou de personnes issues de reconversion parce qu'on a besoin de gens, en gros, qui savent déjà faire le boulot. » Et déjà, moi, j'ai un côté, en fait, quand tu sors de l'école à bac+5, tu ne sais pas faire le boulot non plus quand tu es junior, donc déjà, c'est absurde. Et ensuite, c'est faux. Il y a des tâches où on peut mettre des juniors dessus très facilement. Il faut juste repenser à comment on organise le travail aussi. Et ensuite, il y a plein de choses possibles. Hier, Shodo nous parlait de comment ils avaient fait comment ils faisaient pour attirer les femmes en particulier. Donc en fait, c'est plein de mise en place d'éléments qui permettent aux personnes qui sont de groupes marginalisés de rétablir un peu l'équilibre, en fait. Parce qu'en fait, le profil dominant de la tech, c'est aussi le profil dominant de l'extérieur. Donc, c'est des profils qui, dans la tech, n'ont pas tout ce travail en plus à faire, et en dehors de la tech, ont aussi pas mal de privilèges, voire tous les privilèges, et donc ont aussi une vie plus simple en dehors de la tech. Et du coup, si on veut attirer des personnes et faire en sorte que ces personnes se sentent bien dans nos entreprises, une des façons est aussi de leur donner une entreprise qui va les soutenir dans le fait d'être dans la tech et dans le fait d'être des personnes marginalisées dans la tech. Donc bien sûr, pour les personnes handicapées, faire en sorte que tout soit accessible pour elles, d'avoir les aménagements dont elles ont besoin, d'aller vraiment au maximum de ce dont elles ont besoin pour essayer de compenser le plus possible tout ce que le handicap amène comme difficulté dans la vie de tous les jours. Pour les femmes, il y a beaucoup de questions autour de la maternité, parce que dès qu'on est mère dans la tech, on n'a plus du tout le bon rythme de vie et les bonnes obligations pour être dev dans la tech. Rien qu'aller au meet-up le soir après le boulot, quand on a des gamins et qu'on est la mère, donc très souvent on est celle qui s'en occupe, c'est compliqué. Donc ça, c'est plein de choses à revoir, tant en termes de travail, de gestion du travail, du personnel et tout ça, que de culture de l'industrie aussi. Et tout un travail d'éducation. Parce que moi, en vrai, je vais dans une boîte et il y a quelqu'un qui a la machine de café et me dit « Salut, bande de salopes !» Je reste pas longtemps dans la boîte. C'est sûr. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Mais c'est un vrai enjeu ce que tu dis aussi, parce que mine de rien, je pense que dans la question de accueillir des profils atypiques, en tout cas ouvrir les vannes à ces profils atypiques, il y a aussi la façon dont on va les attirer. On n'est pas issus des mêmes cultures les uns les autres. Déjà, rien que nous, chez Paterne, on n'est pas du tout issus des mêmes cultures, on n'a pas grandi aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes genres, on a beaucoup de points communs quand même, ce qui fait que nous, on s'implique bien dans ces projets liés à l'inclusion. Mais au-delà de ça, il faut aussi dialoguer pour essayer de trouver nos axes respectifs sur lesquels on va pouvoir se coordonner. Il y a déjà ce premier point. On a deuxième point qui est au niveau des profils atypiques aussi, et leur recrutement, se mettre à leur place, parce que je trouve que c'est pas forcément simple quand tu as fait une reconversion, que tu as sacrifié une partie, je sais pas moi, de ta vie de famille, par exemple, d'un véritable budget pour ta reconversion. Il y a aussi, je trouve, en tout cas, il y a très peu d'empathie visible concernant les profils issus de reconversion qui arrivent en masse. Et ça, c'est pas nécessairement la tech, en tout cas, on va dire Pierre, le persona de base que tu as pu dégager, qui l'a voulu. On est aussi dans un cadre social-économique avec des instances très fortes comme le gouvernement qui fait en sorte de démocratiser toutes ces formations-là. Et donc, il faut bien à un moment donné essayer de faire coïncider tout ce petit monde de manière collégiale, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je tiens à rajouter qu'en plus, actuellement, au fait de l'actualité, on a quand même des gros ralentissements sur la tech en 2023. Les univers startups sont bien touchés. Les freelances, donc qu'ils soient tech ou un peu moins tech, sont également touchés. On a des phénomènes qui sont bien réels. C'est pour ça qu'on a aussi insisté sur la question de justice sociale. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce qu'on a en capacité d'amener, en tout cas dans la tech, pour le meilleur, pour contrer le pire, qui s'exerce bien souvent. Je vais mettre à l'honneur quelques commentaires que j'ai trouvés assez intéressants avant qu'on coupe, parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous retourniez travailler,
hein, mine de rien. Nous ne sommes pas dans une société qui n'est pas capitaliste, mes chers amis. Alors, on a Angie qui dit arrêtez de faire des appels à recrutement de barbus vikings buvant de la bière et qui font les soirées pizza foot. Oui, souvent, on a quand même ce gros exemple qui est revenu, notamment dans les espaces de recrutement, les talent manager acquisition, qui capitalisaient beaucoup par méconnaissance de la tech sur ce cliché. Ça a fait beaucoup de mal, faut le dire. Ça a fait du mal à la fois aux femmes, mais ça a fait du mal aussi aux hommes, hein, on peut le dire, et aux minorités. En fait, toute personne qui s'inscrivait pas là-dedans, malheureusement, ça a standardisé une culture qui n'existe, enfin, qui existe, mais qui ne devrait plus exister. On a aussi, hop, Emmanuel qui nous dit plusieurs fois, j'ai demandé est-ce qu'on embauche des développeuses parce que je me sentais un peu seule. On m'a répondu qu'il est difficile de trouver des talents féminins. Résultat, je suis partie car je ne voulais pas rester la seule dev. Et c'est exactement le souci, c'est qu'en fait, quand on est à la fois une femme plus. Alors si on est handicapé, racisé, machin, finalement, on devient vraiment le standard atypique de l'équipe, voire de l'industrie. C'est très compliqué de se retrouver. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un gros souci de représentation, quoi. Bah, être isolé dans une équipe, ça peut être très très lourd. Enfin, je veux dire vraiment, tout le monde, enfin c'est humain, c'est très compliqué d'être qu'avec des personnes qui comprennent pas du tout les enjeux que tu vis, particulièrement quand tu es en mode, il y a des personnes qui sont du groupe dominant et toi tu es du groupe dominé, même quand c'est des personnes qui sont plutôt bienveillantes, hein, il y a quand même des enjeux qui sont très compliqués et où il y a un peu des manques d'écoute, et du coup, oui, au bout d'un moment, on finit par partir, en fait. Trouver une autre boîte où on sait qu'on aura des femmes ou des personnes handicapées, ou on peut pas être hyper regardant en se disant ouais, je vais trouver des personnes qui sont exactement aux mêmes intersections que moi, parce que ça, c'est compliqué, mais en tout cas, des personnes qui sortent du profil typique. Moi, c'est vrai que, par exemple, l'autre fois, je discutais avec quelqu'un et j'expliquais que moi, maintenant, même en tant que blanche, une boîte où il y a que des blancs, j'ai vraiment du mal, parce que je me dis, il y a un souci de recherche de la diversité, et ça me fait un peu flipper parce que je me dis cet entre-soi entre personnes dominantes au niveau racisme, les angles morts doivent être quand même, enfin, sauf si la boîte me dit on travaille beaucoup sur nos angles morts et machin, on est coaché, enfin j'en sais rien, mais s'il n'y a pas de, l'une des premières questions que je poserais, c'est pourquoi il y a que des blancs dans la boîte, quoi, alors que je suis moi-même blanche, mais parce que en fait cet entre-soi, quand on le vit, au bout d'un moment, c'est très pesant quand on fait partie des groupes minorisés. Et donc, sur les axes où on n'est pas minorisé, on finit par s'en rendre compte aussi, quoi. Ouais, complètement, et c'est un véritable enjeu. Moi, je pense que c'est aussi l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est quand on cumule pas mal de casquettes comme toi ou comme moi. Moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à travailler quotidiennement avec Pattern parce que notre équipe, elle est ultra diversifiée. Donc déjà, même si on n'est pas beaucoup et qu'il y a des personnes qui sont parties parce qu'il y a eu des fins d'alternance ou quoi au casse, on était quand même beaucoup en capacité, et on l'est toujours, à discuter des choses parce que c'est notre standard, en fait, puisqu'on est déjà dans la diversité de parcours physique, de genre ou autre. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'adresser les problèmes aussi. Il y a ce gros enjeu sur le côté atypique, c'est que souvent, dans le typique, donc chez Pierre, le persona, et qu'on sort, il y a cette façon d'imaginer qu'il n'y a pas de problème parce qu'on ne nomme pas les problèmes. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que les problèmes ne sont pas nommés qu'ils n'existent pas. Reconnaître qu'on a des difficultés, des enjeux, nous, en tout cas, ça fait aussi partie de notre cœur de métier puisqu'on est sur la discovery, donc on est sur clairement les besoins utilisateuristes. Si on n'adresse pas les problèmes et qu'on n'arrive pas à y répondre correctement, on ne pourra jamais les résoudre. Hop. Angie dit on rappelle que des entreprises perdent en justice lorsqu'elles sont attaquées sur leur culture et environnement de travail toxique. On a des exemples récents. Et j'irai même plus loin, on a aussi des conventions qui malheureusement, à l'international, ont prouvé qu'il y avait des gros enjeux sur les profils typiques et atypiques, notamment là très dernièrement avec la création de faux profils de speakers femmes. Donc pour attirer davantage de diversité lors des comités, on a des speakers femmes qui ont été présentés qui n'existaient absolument pas. Donc comme quoi, on a des gros axes d'amélioration. C'est important qu'on puisse adresser tous ces problèmes pour trouver des solutions. Et là, on en a trouvé pas mal. On en a une qui est un peu plus radicale et qui rejoint ce que tu disais, Magali. C'est quand on est isolé, on finit par s'en aller, on trouve une boîte qui fonctionne mieux. Et donc, Emmanuel correspondait à ça en disant moi, j'ai rejoint Shodo, là, il y a une meilleure inclusivité. Et c'est vrai.
souvent on va trouver des environnements de travail où on est quand même bien mieux.